culture à 5 heures du matin. Enfin, dire les choses clairement, c'est-à-dire que chaque culture, vous allez en Corse, la Corse a sa culture avec ses spécificités, vous êtes en Algérie, c'est la même chose. Moi, vous savez, vous êtes dans un pays musulman, le muezzin, quand c'est l'heure d'appeler à la prière, il appelle à la prière. La chose, vous êtes en train de dormir, pas dormir, vous êtes au travail ou dans un taxi, bon, ben, il a les haut-parleurs, vous entendez ça dans la ville. Est-ce que vous allez dire au muezzin, non, écoute, tu peux pas appeler à la prière si tôt le matin, je suis encore en train de dormir. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc ça veut dire que les choses, c'est qu'il faut toujours comprendre qu'on est dans le cadre du vivre ensemble, avec une majorité qui a une culture. Maintenant, il faut venir dans l'esprit de partager cette culture avec ses spécificités. Et on le fait bien quand on va dans d'autres pays, quand on est en Chine, écoutez ce que les gens disent. Quand ils sont au Japon, écoutez ce que les gens disent. Quand ils sont dans les pays arabes, c'est la même chose. Vous voyez, vous avez des pays, on roule dans l'autre sens que quand on est en Angleterre. C'est pas le même sens, ben on respecte le sens du code de la route quand on est en Angleterre. Donc ce ne sont pas des choses qui doivent faire débat quant au fond, puisque dès qu'on quitte son berceau culturel et on va dans un autre berceau culturel, on est confronté aux habitudes des gens. Maintenant, ce qui peut faire, et c'est là où il y a, je dirais, matière à discussion, c'est que lorsque la personne demande un changement dans un espace sociétal où il est minoritaire et dans lequel il n'a pas grandi, c'est-à-dire il a été parachuté là et il va trouver par exemple que la voiture à pain fait trop de bruit ou que... Voilà, là, je dirais, c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même avoir un document qui présente les choses très clairement pour ne pas qu'on dise « tiens, je ne le savais pas, je l'ai découvert en faisant ». Surtout que la problématique de fond, c'est que des fois je m'interroge beaucoup sur, si vous voulez, la consistance mentale de certains individus qui, après avoir fait un voyage au-dessus de l'Atlantique, deviennent totalement différents, quoi. C'est-à-dire que la personne qui avait l'habitude de faire la queue pour prendre le pain dans une boulangerie à Paris, arrivée ici, va vous inventer une file que personne n'a jamais vue. Même en Afrique, moi ça m'est arrivé d'avoir des altercations avec des personnes, avec des Français, quand on fait la queue dans une boulangerie ou quand on fait la queue à l'aéroport. Vous voyez, vous avez des gens qui ont des comportements totalement arbitraires, je dirais de supériorité, alors que quand on est dans l'espace européen, il y a des règles et tout le monde les respecte. Donc ça, il y a ces choses-là à comprendre. Ceci dit, tout le monde n'est pas comme ça. Il ne faut pas généraliser non plus. Tout le monde n'est pas comme ça, sauf que c'est vrai que ce sont les cas où les personnes veulent s'imposer qui font l'agitation, je dirais, sur les réseaux sociaux et autres. C'est pour ça que je dis qu'il faut véritablement avoir une espèce de document qui, tout simplement, met à plat les conditions du vivre ensemble chez nous et qui explique quel type de culture nous sommes et comment nous avons grandi, dans quel contexte. Et les choses qui, finalement, font état de nos repères culturels. Il faut les expliquer clairement. Voilà, ça c'est important. Mais sur la représentation des leaders, est-ce que la couleur est décisive? C'est-à-dire que moi je pense, aujourd'hui, que c'est pas une question simplement de décisif, cela va de soi. La représentation est très importante. Cela va de soi. C'est normal qu'il faut que ce soit des personnes d'ascendance africaine qui représentent la cause des personnes d'ascendance africaine. On ne peut pas continuer à faire comme les choses se passaient dans l'ancien temps. Là, aujourd'hui, il faut que chacun se respecte, c'est-à-dire aussi bien les autres que nous-mêmes, et que nous puissions assumer nos responsabilités. Et ça, c'est important. Maintenant, il y a un certain nombre de choses que je trouve importantes de rappeler. D'accord ? Il faut savoir que nous faisons partie, en tout cas nous, d'une génération militante procédurière. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, n'a pas respecté une distance par rapport à la plage. Nous allons dépêcher un responsable municipal avec un huissier qui va faire un constat. Nous allons dépêcher une société de travaux qui va casser le mur. Et nous allons présenter la note de l'huissier de la société de travaux à celui qui était au courant de la loi et qui ne l'a pas respectée. D'accord, mais en aucun cas on va organiser le brigantisme pour casser le mur des gens. Ça ne se fait pas. Il y a des procédures, il faut respecter les procédures, puisque quand c'est nous, on reçoit cette double facture, pourquoi on ne le ferait pas pour les autres ? Vous voyez ? Donc il faut arrêter ce genre de choses, ce côté anarchique. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans ce que nous faisons, nous avons quand même une responsabilité vis-à-vis des jeunes générations. Cette responsabilité, c'est le sens de l'organisation. Ça, c'est la première chose, et la notion de droit. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire quoi la notion de droit ? C'est-à-dire que si on brûle, c'est parce que c'est une fin de parcours.
Mais toutes les procédures légales, vous voyez, c'est pas que je prône l'aspect illégal des choses, mais je dis qu'il faut se battre pour rester dans la légalité. Ça, c'est quelque chose qui est important. La loi, c'est une invention pharaonique. Je pose souvent la question, est-ce qu'on peut agir de façon carrée et légale quand en face, on a quelqu'un qui contrôle finalement les ficelles et qui n'est pas fair-play dans son jeu? Un très très mauvais perdant. Il faut faire des constats. Parce qu'il n'y a pas plus beau constat que le constat de mauvaise foi. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils s'expriment, vous avez des responsables politiques qui sont pris en porte-à-faux, on le voit bien, même au niveau des dirigeants politiques de la France, entre la déclaration qu'il fait avant d'être élu, la déclaration sur le même sujet, qui est le contraire de ce qu'il a dit à l'époque où il était en campagne. Donc, je dirais, ce sont des choses où il faut véritablement prendre en flagrant délit le délit de mauvaise foi. Et ça, c'est relativement important. Maintenant, je pense que il y a un discours de la pauvreté qui ne nous permettra pas de nous élever. Un discours de la pauvreté? Oui, il y a un discours de la pauvreté, c'est-à-dire que nous avons une situation qui est une situation complexe, qui est une situation difficile, mais qui n'est pas définitive. D'accord, c'est-à-dire la possibilité de se réaliser, on le voit, des gens sortent de très loin, se réalisent professionnellement, économiquement et financièrement en Guadeloupe. Donc la chose, ça veut dire qu'il y a un cheminement de la réussite économique dans notre pays qu'il faut mieux comprendre, mieux étudier et ne pas tenir systématiquement le discours de la pauvreté qui est un discours qui ne donne pas l'envie de se dépasser. On vous parlera de la volonté de nuire de certaines communautés contre la communauté afrodescendante pour l'empêcher de se développer. C'est une question d'organisation. Quand vous êtes bien organisé, on a quand même du mal à vous déstabiliser. Totalement. Quand vous avez, je veux dire, un fonctionnement qui est pratiquement d'une discipline extraordinaire et avec un système qui est quasiment militaire au niveau du fonctionnement, donc les gens ont quand même beaucoup de difficultés. Disons qu'on profite plus des failles. Voyez, mais autrement, je dirais sur le principe, nous on a quand même, en Guadeloupe, il y a une chose qu'il faut noter, c'est qu'on a la fermeté dans le combat. C'est-à-dire qu'il y a une fermeté qui s'exprime tout simplement parce qu'on est dans notre bon droit. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour demander l'impossible, mais pour demander ce qui est juste. Et dans ce qui est juste, il y a une vraie fermeté qu'on peut constater dans pratiquement tous les conflits auxquels, je veux dire, on a l'occasion d'assister dans l'année. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des organisations syndicales qui sont déjà dans le cadre d'une organisation précise. Il faut que la société civile prenne acte aussi de ça. Est-ce que vous pensez que les divergences entre les mouvements nuisent à la cause? Ou bien il faut avoir un idéal supérieur. C'est-à-dire que les divergences sont utiles parce que ça sert les intérêts de l'émulation, mais il faut avoir quand même ce niveau supérieur où on se rencontre. Il faut savoir que vous avez dans toutes les traditions culturelles, religieuses, vous avez les protestants, les catholiques, enfin les adventistes, les évangélistes, mais il y a quand même un intérêt, c'est-à-dire que lorsque certains intérêts supérieurs sont en jeu, on se voit pour défendre l'intérêt général. C'est à ce niveau-là, je dirais qu'on a cet effort à faire, c'est avoir l'opportunité et la conscience morale, mentale de la responsabilité devant l'histoire, de tout simplement avoir la capacité d'œuvrer ensemble, de dépasser les clivages et d'œuvrer ensemble. On a beaucoup été pénalisé par cela dans le domaine politique. C'est pour ça que le discours politique aussi a changé depuis quelque temps sur ce point-là, en disant qu'il faut passer au-dessus des clivages parce qu'il y a l'obligation d'améliorer tout simplement les infrastructures et le bien-être en Guadeloupe. La notion, vous savez, en fait, le fond, c'est une notion de bien-être. C'est sur la notion de bien-être qu'il y a conflit. Regardez bien, le conflit, c'est sur la notion de bien-être. Il faut tout simplement avoir une notion de bien-être qui soit corrélée à une notion de culture et de tout simplement sociétale. C'est-à-dire on a une société qui est très particulière dans ses fondements. Et puis il faut aussi que les gens, d'une façon générale de l'extérieur, comprennent que notre société a ce sentiment que justice n'a toujours pas été faite en ce qui concerne l'esclavage et la colonisation. C'est-à-dire on peut nous raconter tout ce qu'on veut, mais quand vous discutez avec les gens dans la rue, les gens n'ont pas le sentiment que justice a été faite. Et tant qu'il y aura le sentiment d'injustice, beaucoup disaient « without justice, no peace ». Donc on est forcément dans la dynamique
je dirais, simplement du volcan, toujours prêt à exploser. Mais ce n'est pas un volcan prêt à exploser qui a le désir d'exploser, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment profond d'injustice. Et c'est ça qui est problématique. On le voit au niveau de l'État, le discours qu'on va tenir dans un pays africain n'est pas le même que dans un pays arabe. Et pourtant, c'est la même problématique. Donc, tout cela fait que quand quelqu'un s'élève contre ça, on a l'impression que c'est là que sortent les gardiens du temple pour dire à cette personne-là, tais-toi. Alors que la personne exprime tout simplement le sentiment que justice n'a pas été faite. Et que le rôle des idéologues, c'est pas de juger la personne, mais de comprendre le sentiment que la personne exprime. Et sur ce plan-là, on a encore beaucoup d'efforts à faire. Énormément d'efforts. Totalement. Une dernière petite question, parce que ça revient beaucoup dans les débats. J'aimerais bien que vous apportiez votre grain de sel aussi. C'est qu'on arrive souvent dans des cas de figure où quand on est en divergence d'opinion, et surtout quand c'est des rapports blanc-noir, en général, on a toujours des phrases qui sortent dans le sens « je n'ai pas à me justifier ». Donc la personne dont on parle, par exemple, qui est leader finalement d'un mouvement, il a créé Dom Connexion à Paris pour faire des manifestations, il dit qu'il n'a pas à se justifier parce qu'il est victime de certaines attaques, notamment du groupe Rouge-Vert-Nouet, qui est assez radical dans ses actions parce qu'ils ont une idéologie très précise et ils ont un objectif très précis. Donc, à ce niveau-là. C'est-à-dire que la chose, c'est ou pas se justifier? Non, la chose, c'est qu'il y a quand même le sentiment qu'il y a un espace vide. C'est-à-dire, si quelqu'un s'autoproclame, je dirais, comme ça, vous savez, dans les buts, il y a un seul gardien. S'il arrive un deuxième gardien, c'est qu'il a l'impression que le premier n'était pas là. Il vous dira que justement, la communauté noire ne se mobilise pas, moi, donc vous lui, savez il fait sa part. Non, moi, je dis depuis le début que l'important de l'organisation sur le plan national, c'est important. Moi, je me suis beaucoup battu pour ça. C'est-à-dire qu'on s'est battu pour faire la fédération des associations, des personnes issues de tous les territoires. On s'est battu pour faire aussi, mais vraiment, quand il y a eu la 6e région avec l'ambassade d'Afrique du Sud, moi j'étais présent parce que j'estime que la nécessité de léguer aux jeunes générations une démarche organisée, structurée, ça va de nos responsabilités. On ne peut pas toujours être dans l'anarchie. Maintenant, la chose, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de démarche, on va s'autoproclamer. Parce que moi, j'ai vu, quand j'étais étudiant, j'ai participé à beaucoup de réunions et la réunion, au final, a échoué parce qu'on s'est retrouvé dans un contexte de discussion démocratique, mais avec une volonté d'autoproclamation. Et ce qui a fait, finalement, que cette fameuse dernière journée qui devait structurer tout a implosé, tout simplement parce qu'il faut quand même tenir compte de ça. La chose, c'est que, vous savez, nous, notre tradition, on n'est pas chef pour être chef, on est chef parce qu'on a un grand sens des responsabilités collectives. Et que le but du jeu, c'est pas de se mettre en avant parce qu'on est chef, c'est d'être tout simplement au service des siens. C'est ça l'enjeu, c'est-à-dire au service de l'idéal du bien-être de chacun. Et ça vous demande beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, techniquement, c'est pas une chose pour laquelle tout le monde se bat pour être chef. Alors, parce que véritablement, c'est très prenant. C'est très prenant parce qu'au-delà des responsabilités, vous avez ce désir de faire en sorte que les personnes en difficulté qui vous contactent, vous puissiez faire en sorte que les lendemains soient meilleurs, que vous puissiez trouver un dénouement positif à la situation de la personne. Et ça, ce sont des choses, vous savez, moi j'étais avec notre cher Valade, François Valade, président après lui de l'Union des étudiants créoles. Donc depuis quand j'étais moi-même président de l'Union des étudiants créoles, c'était ça. C'est-à-dire aider nos étudiants en difficulté qui avaient des problèmes. À l'époque, c'était le Minitel. Donc vous voyez que ça remonte déjà à quelques temps. Une vingtaine d'années quand même. Voilà, mais c'est-à-dire que la notion à ce niveau-là, c'est quelque chose qu'on a toujours assumé, mais dans une structure représentative déclarée. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas de l'informel. Pourquoi ? Parce qu'il faut garder à l'esprit que dans certaines situations, vous allez avoir besoin de recours à un huissier, vous aurez besoin de recours à un cabinet d'avocats ou des magistrats, comme ça nous est arrivé à Paris, sur le problème de la comédie musicale Autant n'emporte le vent. J'ai dû saisir des magistrats, des avocats, même un cabinet d'avocats. Donc, c'est-à-dire, c'est du lourd. Donc, si vous avez une structure qui est un peu canard boiteuse, qui ne respecte pas les lois de la démocratie en interne, c'est là que ça se voit. Et est-ce qu'on n'est pas juste un peu trop sur, parce qu'on voit que vous,
vous preniez les devants avant que les devants ne vous prennent. C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est une question de responsabilité. C'est-à-dire vous n'étiez pas au niveau de manif, vous n'étiez pas en mode juste faire des manifs et juste signer des pétitions. Non, moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, toute cette affaire-là, c'était un peu particulier. Moi, vous savez, un des grands combats que j'ai mené, c'était la problématique de la représentation des Noirs dans les chaînes de télévision françaises. Et ça m'a coûté beaucoup parce que beaucoup de discussions se déroulaient à 2-3 heures du matin. On a rencontré le président du CSA, le président de toutes les chaînes de télévision. Donc on a beaucoup négocié, discuté. Donc nous savions déjà à l'avance quand il y allait avoir le premier noir qui allait arriver sur telle et telle chaîne de télévision. Donc ce sont des choses que nous savons. Mais il y a eu un forcing quand même derrière. Hein, c'est ce que vous nous dites un peu. Un gros coup de pression. Il y avait un gros coup de pression quand même. Un gros coup de pression. Si vous voulez, un jour avec, c'est pas arrivé naturellement. Avec Luc Saint-Éloi, avec Joby Valente et d'autres, on vous expliquera que non, c'était chaud. Ok. Ah non, mais je comprends. Moi, c'était très chaud. Parce que vous voyez, même quand on parle de Dieudonné, c'est nous qui sommes allés chercher Dieudonné. Dieudonné, avant, n'était pas dans le militantisme. Dieudonné faisait des spectacles, mais nous sommes allés le déloger parce qu'il fallait barrer des routes et on ne pouvait pas continuer à accepter des choses comme ça. Maintenant, la chose que j'ai découverte en allant discuter avec des Chinois, c'est que le but du jeu, c'est pas d'être dans la télévision de l'autre, mais d'avoir sa propre télévision. Et c'est pour ça que après, donc ça a été la démarche Canal 3 Monde, Africa 24, enfin toute cette démarche-là. Et je dirais que tout a abouti, c'est-à-dire aussi bien le fait d'avoir des Noirs à la télévision que le fait de disposer de chaînes de télévision câblées. Les deux ont abouti. Et je me suis dit, en fait, ce parcours-là, il aurait été mieux si on avait commencé par se dire que le mieux, c'est d'avoir notre château et d'être roi dans notre château que pour vouloir être serviteur dans le château de l'autre. Et vous savez, quand vous êtes jeune, vous démarrez, vous pensez que les adultes ont fait une analyse saine de la situation. Et on se rend compte au final que c'était une analyse qui n'était pas parfaite. Parce que moi quand j'ai eu l'occasion d'animer des émissions à la télévision, j'ai parlé du chlordécone avec des spécialistes de chlordécone, chose qui n'était pas possible de faire sur une chaîne nationale. Je pouvais inviter des spécialistes et parler de ça. D'expression. Voilà, donc c'est le professeur Bellepomme, je l'ai reçu 2 fois dans mon émission, quand il a parlé du chlordécone. La première fois quand il en avait parlé, la deuxième fois quand une étude américaine a prouvé qu'il avait eu raison, alors qu'il était totalement en déficience par rapport aux invectives du gouvernement français. Donc c'était ça, c'est-à-dire que ça vous donne la possibilité de parler de vous. C'est ça un média. Le média, c'est pas d'être dedans pour parler des autres, c'est d'être dedans pour parler de vous. Et je dirais que ce sont les discussions que j'ai eues avec ces vieux Chinois qui m'ont montré, parce qu'ils ont 32 chaînes de télévision à Paris. Rien que ça. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que et toutes les chaînes sont en chinois, c'est-à-dire il n'y a pas de chaîne qui parle français. Donc, et pourquoi l'enjeu c'est quoi? C'est de dire tout simplement que le jeune Chinois qui est à Paris doit pouvoir maîtriser la langue et l'écriture chinoise. Et la télévision sert à ça. Donc c'est ça aussi l'enjeu. Maintenant, la dernière chose que je dirais, c'est que la vraie puissance, c'est pas protester dans la rue. La vraie puissance, c'est les réseaux économico-financiers. C'est-à-dire, si vous voulez manifester votre puissance, il faut arrêter de descendre dans la rue, parce qu'on manifeste et les pétitions, plus, et les on manifeste plus notre impuissance qu'autre chose. Vous savez, les Européens, quand ils viennent ici, la première chose qu'ils constatent, c'est que financièrement, nous ne sommes pas solidaires. Nous n'avons pas de fonds d'investissement avec la capacité de nous faire confiance. Et nous avons un discours de défiance sur tout. C'est-à-dire, chaque fois que nous parlons de nous sommes dans la défiance et ça ne permet pas de créer tout simplement un réseau de confiance sur le plan financier. C'est ça que je dis qu'il faut arrêter de soulever toujours, je dirais, des problématiques entre nous, parce que ça nuit à la capacité de se faire confiance pour faire du business. Parce que tout simplement nous avons un potentiel énorme. Moi quand je fais des réunions, je dis aux gens, mais attendez, nous sommes leaders mondial dans beaucoup de secteurs d'activité, mais ces secteurs-là, c'est dans un paradigme qu'on les voit, dans un autre paradigme on ne les voit pas. Vous voyez, on se contente de surfer sur la vague des autres au lieu de chercher notre propre vague pour pouvoir surfer dessus. Et pourtant, les autres, c'est dans notre savoir-faire qui viennent chercher un certain nombre de connaissances et de compétences pour pouvoir faire... après, on nous revend des médicaments, par exemple, avec des molécules que nous avons... Ils sont venus prendre en Guadeloupe même. C'est de cela dont il s'agit. C'est-à-dire qu'on pourra dire beaucoup de choses, mais je pense que le temps est venu de constater que nous avons un gros effort à faire sur nous-mêmes pour créer les conditions de la confiance. Vous savez, quand un jeune a un projet, qui vient me voir avec un projet, et qui va me dire, voilà, monsieur Motoundé, je vous sollicite pour telle somme.
est-ce que vous pouvez m'aider pour pouvoir juste avoir tel matériel, faire ça. La première personne que vous rencontrez vous dit mais il va jamais te remettre l'argent ou tu as perdu l'argent. Vous voyez, ça veut dire exact. C'est extraordinaire. Notre façon de fonctionner est extraordinaire. On nous laisse même pas le temps de s'associer. Si vous avez fait confiance et vous rencontrez quelqu'un qui vous dit mais non, soit dans la défiance. Et pourtant on est entre nous, on est la même couleur de peau. On est de la même couleur de peau. Pourquoi on a systématiquement le discours de la défiance? Et c'est ce qui fait que d'autres en profitent, tout simplement en disant mais pendant que vous êtes en train d'organiser votre incapacité à être puissant, ben moi j'organise mes affaires dans mon coin. Et c'est un petit peu ça qui se passe. Moi je dis que, et je le dis, je le redis, et je comprends les vieux, parce que beaucoup de vieux sont venus me voir et m'ont dit au Mutunde, si les gens n'ont pas le sentiment de puissance en eux, ils ne peuvent pas manifester la puissance qu'ils n'ont pas en eux. Il faut d'abord faire naître en eux ce sentiment de puissance. Or, à force de se placer dans la contestation de tout et en faisant les choses de façon non organisée, eh ben on aura du mal à... Parce que la puissance, c'est l'organisation. C'est le respect des délais, c'est le fait de pouvoir expliquer pourquoi on n'a pas pu respecter telle échéance ou respecter tel délai. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un énorme boulot à faire. Il y a beaucoup de boulot à faire. Vous voyez, et ça c'est très important. On se quitte pour une petite page de publicité et d'ailleurs pour vous donner raison sur ce propos, on en parlait tout à l'heure avec Madame Sédécias, on parlait de Nollywood. Ben, finalement, ils ont décidé de se faire confiance, ils ont créé leur cinéma et finalement leur cinéma est l'un des premiers mondiaux et ce n'est pas rien. Totalement. Et ça, c'est important de le souligner. On revient après la coupure pub avec le professeur Nusere Kalala Omotunde. Nous sommes de retour sur le plateau du jeudi anthropologie avec notre professeur des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Et là, on va passer au cours du jour, puisque vous nous avez donné votre avis effectivement sur la lutte et donné quelques conseils. Et on retiendra, et je pense que c'est un petit peu votre objectif, il faut qu'on développe notre économie. Il faut qu'on soit plus solidaire économiquement. Il faut qu'on ait ce sentiment intérieur que la puissance, elle est en nous. Et que là où nous sommes, et le territoire que nous avons, nous permet de nous réaliser à l'échelle internationale. On n'a pas de doute à avoir là-dessus. Mais on a plus besoin de nous-mêmes que nous aurions besoin de l'Europe. Et ça, il faut le savoir. Ça, il faut savoir un certain nombre de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur le fonctionnement financier de la Guadeloupe, c'est-à-dire l'intérêt qu'a l'Europe d'avoir la Guadeloupe sur le plan financier. Moi, je vous dirais qu'il y a des articles dans le magazine Le Point, quand ils font la balance, vous voyez, ils vous disent que la Guadeloupe remonte à la France des dizaines de milliards chaque année. Alors tout le monde parle de pauvreté. Moi, vous savez, je vais vous dire une chose. J'avais comme client les patrons des grands magazines financiers, Capital, Challenge, Le Revenu Français avant qu'ils partent en vrille, et beaucoup d'autres. Moi, je travaillais dans la presse. J'étais conseil auprès des grands titres de presse. Beaucoup de hauts responsables étaient des amis. Quand ils me parlaient de l'économie d'ici, mais ils m'expliquaient les choses qu'ils savaient. Donc c'est pour ça qu'il y a un double jeu de jambes entre ce qu'on fait croire et la réalité. Donc là, il faut faire très attention. Il est temps de se réveiller, donc j'invite faut faire très attention sur ces choses. Les chefs d'entreprise, je vous invite effectivement à vous diriger vers Anija. Il y a beaucoup de conseils. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de la discussion et surtout apprendre à voir les choses différemment. Moi, ma profession au départ, c'est vraiment conseil en développement stratégique. Et je vois qu'ici, on a tellement d'habitudes ancrées, il ne faut pas que ça devienne comme une espèce de colle qui nous empêche d'avancer. Il faut quand même être avant-gardiste dans la façon de voir les choses. Et ça, c'est important. Merci, professeur, pour cette partie. On en vient au cours donc, du jeudi anthropologie sur la lumière. Oui, voilà, sur la lumière. C'est-à-dire que je voulais prendre comme exemple le discours historiographique sur la lumière pour montrer comment, finalement, beaucoup de documents qui concernent l'Afrique sont mis de côté. Et ils sont mis de côté ou quand ils sont traités dans les présentations, c'est traité de façon, je dirais, un peu péjorative. On ne prend pas vraiment la chose au sérieux. Et l'ensemble de la documentation n'est pas traité dans les rencontres grand public, que ce soit au niveau du CNRS qu'au niveau de certains grands instituts, à Saclay et autres. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, parce qu'on veut grandir le prestige de l'Europe en cachant un certain nombre de sources. Or, il faut savoir que quand on fait de la recherche, et ça je le dis pour avoir côtoyé des chercheurs, même des grandes universités américaines et compagnie, on s'intéresse à tout. C'est-à-dire tout ce qui touche l'univers de sa quête,
intéresse le chercheur d'une façon générale dans tous les domaines. Et c'est pour cette raison que, comme il dispose de budget, il a la possibilité, puisque alors j'ai vu que certains budgets dans des départements de sciences de certaines universités sont colossaux, c'est plusieurs millions, donc ils ont la possibilité de se déplacer, de se rendre sur place et de pouvoir même séjourner dans certains pays pour rencontrer des spécialistes. Alors je voulais prendre l'exemple, on va voir le premier document de M. Aspect, qui a fait une conférence sur la lumière. Et quand il parle de l'objet qui concerne, donc de la stèle qui concerne l'Égypte, c'est très étrange de voir que, en fait, à son niveau de compétence et de connaissance, qu'il en parle avec cette désinvolture. C'est-à-dire, on sent là quelque chose qui n'est pas clair. Et c'est valable pour les mathématiques, comme pour la physique, comme pour beaucoup de choses. Pour toutes les matières, voilà, pour la tous chimie, les domaines, l'astronomie et compagnie. Donc, prenons le temps de regarder ce premier document parce qu'il est quand même intéressant. On roule. Ce soir, nous avons le plaisir donc de recevoir Alain Aspect. Alain Aspect est physicien. Il est professeur à l'Institut d'optique et à l'École polytechnique, directeur de recherche émérite au CNRS. C'est un grand spécialiste de physique quantique et de physique atomique. Il a travaillé sur les expériences portant sur le paradoxe EPR et sur le phénomène d'intrication. Donc nous sommes très heureux et honorés de le recevoir ce soir. Donc je vous en prie. Je vais vous parler de la dualité onde-particules pour un photon unique et avec deux personnages qui vont encadrer, je dirais, l'histoire. Einstein, ça va commencer en 1905 et Wheeler, eh ben, c'est des expériences qui ont été réalisées récemment, mais sur des idées que John Archibald Wheeler avait émises dans les années 1980. Et j'aime beaucoup cette stèle égyptienne dans laquelle on voit le soleil émettre des rayons lumineux qui en fait transportent des fleurs multicolores qui donc sont observées par la dame, je ne me rappelle plus son nom là. Et vous voyez, on ne peut pas s'empêcher de penser au modèle de Newton de la lumière formé de particules multicolores. C'est assez amusant. Au Moyen-Âge, eh ben, ce sont des empiriques ou des empiristes. Finalement, ils ne discutent pas tellement sur qu'est-ce que la lumière. Par contre, ils font quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Ils inventent la lentille. Et puis, en mettant les lentilles les unes derrière les autres, eh ben, il y a des gens assez géniaux qui arrivent à inventer le microscope pour voir l'infiniment petit, la lunette astronomique qui permettra à Galilée de faire les découvertes des satellites de Jupiter. Donc, on a tendance à sous-estimer le Moyen-Âge. Je pense que leur contribution est tout à fait extraordinaire, même si elle n'est pas conceptuelle. Et vraiment, le grand révolutionnaire du début du XXe siècle, c'est bien sûr Einstein, qui en 1905 va faire l'hypothèse que la lumière est faite de quanta, Lichtquanten en allemand, des quanta de lumière, c'est-à-dire des grains d'énergie élémentaire. Alors cette énergie du grain, de chaque grain élémentaire, qu'on appellera photon plus tard, c'est un chimiste qui s'appelle Lewis qui nommera ces grains de lumière des photons en 1926. Einstein dit, si les échanges se font par quanta, c'est que la lumière elle-même est formée de quanta. Donc la lumière est formée de grains, d'énergie. Alors il commence bien. On parlait de lumière, mais après c'est cette dame-là dont on a oublié le nom et bon, des explications un peu très légères comme vous dites. Très évasives. Alors il faut savoir que la réalité, notre réalité commence ici. C'est-à-dire que les grands savoirs, les savoirs de l'humanité sont présentés comme étant l'apanage des personnes d'ascendance européenne. Et lorsqu'on parle du manque de confiance des personnes ressortissantes des pays du Sud, ça vient de là aussi. Parce que si vous étiez dans le domaine de la religion, tous les saints seraient blancs, et Jésus serait blanc, Dieu serait blanc. Donc, vous voyez bien que ça, c'est ce qu'on appelle de la mise en scène historiographique. Le truc, c'est que comme vous avez un système qui sous-tend ce discours en le finançant, donc ça fait que les discours contraires qui ne seraient pas financés n'auraient pas la même aura médiatique, c'est-à-dire dans les documentaires et les magazines et compagnie. Et c'est comme ça que finalement, je dirais, une certaine
idée des rapports entre les humains prennent corps en donnant l'impression aux jeunes d'ascendance européenne que le savoir est redevable au cerveau des Européens et que les autres étaient spectateurs. Clairement. Il faut savoir que dans la réalité, tout cela est complètement faux. C'est faux pour plusieurs raisons. Parce que l'Afrique a généré tous les corpus scientifiques. Mais ce qui est très étrange, c'est que ce sont des corpus qui ont été générés à des états d'aboutissement moderne. C'est-à-dire notre modernité est toujours basée sur ce que l'Afrique a fait. Quand vous prenez l'année de 365 jours, un quart avec 12 mois, ça vient Mais monsieur de Rodonnet, est-ce qu'on a inventé quelque chose depuis, en réalité? C'est-à-dire que l'homme, en fait, nos ancêtres ont considéré que le vrai inventeur, c'était Dieu. Qu'on ne faisait que découvrir ce qu'il avait inventé. C'est pour ça qu'on n'a pas eu la démarche d'indexer le nom de quelqu'un à une découverte. Puisque la notion de science sacrée, c'était que tout domaine scientifique a un fondement, c'est de collaborer à la vie. Donc, et de faire passer l'énergie du créateur de la création. Donc c'est pour cette raison que les choses n'étaient pas aussi basées sur l'ego, puisque avec l'arrivée des Grecs, Pythagore a fait ci, Thalès a fait ça. On aurait dû avoir le théorème de Yamesou, mais il n'a pas voulu donner son nom au théorème. On est dans l'ego, on est aussi dans l'escroquerie, il faut quand même se le dire. Surtout. Mais le but du jeu, c'est de se donner une espèce de civilisation qui aurait l'ascendant sur tout le monde. Et quand je vois par exemple des documentaires où le discours est fait comme ça, par exemple à Mayotte ou Papouasie-Nouvelle-Guinée, quand les Européens se présentent comme les inventeurs de tout, en présentant leur Jésus blanc et compagnie, on voit bien que finalement jusqu'à aujourd'hui on est encore dans la même escroquerie que l'époque du 15e et 16e siècle. Toujours est-il que la problématique de fond qui est très gênante, c'est le fait que M. Aspect parle des lentilles comme étant une invention du XVIe siècle. Du Moyen-Âge, donc. C'est quelque chose de très surprenant. Alors, je vais vous montrer justement le deuxième document qui concerne, je crois, la dimension des lunettes. C'est important de regarder ça parce que vous allez tomber des nues. On part pour le deuxième document. Que pouvons-nous dire à propos de l'intervention de M. Alain Aspect, à propos notamment des lentilles? Alors, c'est vrai, si nous regardons ce document émanant de l'Observatoire de Paris, on nous dit que dès le Moyen-Âge, on fabrique des lentilles de verre pour corriger la vue. Mais ce n'est qu'à la fin du XVIe siècle que la science s'empare de la question des lentilles. L'Italien Giambattista della Porta, 1534-1535 à 1615, publie un ouvrage intitulé Magia Naturalis en 1585, dont une partie est entièrement consacrée à l'optique. Le texte est obscur, mais on y trouve l'explication théorique du fonctionnement de la lunette. Donc c'est principalement à cette période que l'historiographie fait tout simplement apparaître la notion de lentille et la notion de lunette. Sauf que il a existé des lentilles durant l'Antiquité en Afrique. Et cela, nous le devons au professeur Flinders Petrie qui, en effectuant des fouilles en Égypte, a trouvé, non loin de Tanis, effectivement des lentilles. Alors, ces lentilles ont été trouvées dans une tombe à Elwan et elles sont exposées aujourd'hui au British Museum. Et l'aspect de ces lentilles montre bien qu'elles ont fait l'objet d'une utilisation mécanique dans le cadre d'une lunette, et cela, personne n'en discute. Donc, chose importante, l'historiographie doit commencer avec les premières lunettes optiques réalisées en Afrique à l'époque de l'Égypte pharaonique. Incroyable. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un problème. Un gros problème. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on est objectif, qu'on fait l'histoire des sciences, la philosophie des sciences, et passer sous silence Complètement. que non seulement on a trouvé des lentilles optiques en Égypte qui remontent à plus de 3000 ans, donc, et en plus, on voit qu'il y avait un mécanisme dans lequel la lentille s'emboîtait pour faire les observations dans les deux sens, c'est-à-dire microscope pour regarder l'infiniment petit et regarder le ciel et les étoiles. Donc, vous voyez que on sous-tend un discours que, bon, c'est des empiristes, ils font de la magie, mais les outils technologiques utilisés sont passés sous silence. Et vous voyez que la chose, elle est quand même assez extraordinaire, c'est-à-dire que si on n'a pas, je dirais, compris
la nature du discours scientifique de l'Europe sur l'apparition des connaissances dans l'histoire de l'humanité, on a du mal à comprendre qu'en fait, on ment. Voilà, c'est-à-dire que la chose passe à côté de la vérité. Et ça, c'est important. Je voulais, parce que le temps passe vite, qu'on puisse voir le document suivant, parce qu'il faut continuer dans l'étude, il y a des choses extraordinaires. On part pour le 3e document maintenant. Que pouvons-nous dire à propos de la nature de la lumière ? Il faut savoir que les stèles de l'Égypte pharaonique sont très pertinentes parce qu'elles nous révèlent finalement l'intérêt que portaient les savants et les théologiens de l'Afrique noire pharaonique pour la lumière émanant notamment du disque solaire. Beaucoup de traces de leurs observations, de leur expérience existent encore aujourd'hui, comme par exemple ces rayons solaires gravés sur les parois intérieures du temple de Dendera, donc émanant d'une lucarne. Cette analyse vient du professeur François Doma, dont on voit bien qu'il s'agit ici des rayons de solaire pénétrant à l'intérieur d'un temple. Mais il y a eu véritablement une richesse d'analyse qu'il convient de souligner. Tout d'abord, en haut à droite, on a le hiéroglyphe déterminant le mot Seti, darder, rayonner. On a le hiéroglyphe servant à écrire le mot Kra au milieu qui signifie apparaître. Ce signe représente une source lumineuse émettant des ondes sphériques s'épanouissant dans l'air. Pour cela, je vous invite à voir les propriétés ondulatoires de la lumière, interférence, diffraction de Huygens et de Fresnel. Et nous avons aussi les hiéroglyphes déterminatifs de tous les mots désignant la lumière, notamment la lumière solaire. Et pour cela, on peut voir les propriétés corpusculaires de la lumière de Lucrèce, de Newton et d'Einstein. D'accord ? Et sur les lignes inférieures, donc on a différentes peintures désignant le soleil. Donc qu'est-ce qu'on constate ? On constate en fait que la représentation de la lumière solaire, donc elle est très intéressante et très pertinente, puisque nous voyons des rayons, nous voyons des paquets de lumière, nous voyons des grains de lumière. Donc il y a là véritablement une expérimentation profonde de l'analyse physique et astrophysique, énergétique aussi, au niveau des fréquences sur la nature réelle de la lumière. Prenons le temps de voir la stèle de la Dame de Tempérette. Elle date de la 22e dynastie, soit nous sommes en 1000 de l'ère ancienne africaine, elle est au musée du Louvre. Donc c'est une stèle qui a deux faces. Donc elle a une hauteur de 31 cm et elle comporte deux faces. Donc sur une des faces, on voit la Dame de Tempérette qui adore Dieu la nuit sous le nom d'Atum. Et sur l'autre face, on voit la Dame de Tempérette qui adore Dieu le jour sous le nom de Ré. Donc c'est à partir de ce nom, Ré, qu'on aura le Deus jusqu'au mot Dieu que nous utilisons aujourd'hui. Chose particulière, c'est que lorsque nous prenons le temps d'analyser donc ces rayons qui émanent, cette lumière représentée sous la forme de fleurs, de lotus, qui émanent donc du disque solaire, il y a de quoi être très intrigué, parce que les dessins et les couleurs ne sont pas faits au hasard. Pourquoi ? Tout d'abord, nous avons des lignes précises, donc qui montrent que la lumière suit un cheminement précis pour arriver jusqu'à nous. Donc on peut évaluer la notion de temps et de distance, ce qu'ils ont fait. Mais ici, il faut noter que si nous prenons les lotus foncés, si nous regardons bien comment ils ont été disposés, on se rend bien compte qu'ils sont présentés par séquences. Ce sont des séquences de paquets de lumière qui sont représentés ici. Et la chose, c'est qu'il suffit tout simplement de corréler cela avec ce que nous savons aujourd'hui de la lumière. Dans le cours en ligne de Madame Couder, aujourd'hui nous allons parler du photon. Bien, quand on est en train de prendre le soleil comme ça, on a l'impression que le soleil nous éclaire en continu, c'est-à-dire qu'on reçoit tout le temps du rayonnement sur notre corps. Eh bien en fait, ce n'est pas le cas. Sur notre corps, on reçoit de l'énergie, mais pas en continu. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas, et elle arrive par paquet. En fait, on passe systématiquement du noir au soleil, beaucoup de fois par seconde. Mais comment ça se fait qu'on ne s'en rend pas compte ? Parce que quand on est allongé comme ça, on a l'impression que c'est en continu le soleil. On ne s'en rend pas compte parce qu'il faut faire un changement d'échelle. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur la quantification de l'énergie. Par exemple, sur le sable, on a l'impression que c'est quelque chose de continu. Et quand on zoome, on voit qu'en fait, c'est discret. Il y a des grains de sable. Et donc ça, on le voit en faisant un changement d'échelle.
Très intéressant. Donc on ne reçoit pas la lumière, on continue. Voilà, donc c'est-à-dire que, c'est pour ça que je dis, il y a quand même quelque chose de très étrange pour quelqu'un qui s'intéresse à la lumière. Donc ils parlaient d'intermittence déjà. Quand on regarde les séquences et les couleurs et l'alignement, on voit bien qu'il y a eu une réflexion bien précise qui explique en fait un fondement. C'est comme ça que nos ancêtres sont. C'est-à-dire nos ancêtres, c'est des gens vraiment, ils sont très particuliers. Vous connaissez rien, vous verrez un dessin. Si vous commencez à vous intéresser à la science, vous allez analyser le dessin de façon différente parce que le dessin répond à des lois. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de lois cachées en fait dans le dessin. En fait, c'est un dessin scientifique qui illustrait un discours scientifique. Et qu'à partir du moment où on sait que la lumière n'arrive pas en ligne droite, mais elle vient par séquence, donc il y a des quantas de lumière, vous voyez, donc c'est pour cette raison que on se retrouve avec ces fleurs de lotus séquencées par couleur. Donc c'est pas un hasard, mais il faut connaître en fait la nature réelle de la lumière. Donc il y a de quoi se poser la question, c'est-à-dire se dire, mais manifestement ils avaient ces notions-là. Maintenant il y a, je ne sais pas si on a le temps pour un dernier document, qui dure pas longtemps, juste 2 minutes. On peut y aller rapidement? Rapide. Et on conclut après. Voilà, si on peut voir le dernier document parce qu'il est important. Alors, poursuivons notre analyse, parce qu'en fait, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'histoire de la lumière, des grains et des photons dans l'Afrique noire de la période pharaonique. Pourquoi ? Nous avons ici un sarcophage, qui est le sarcophage du prêtre Djedor. Djedor, nous sommes en 390 de l'ère ancienne africaine. Et qu'est-ce que nous constatons sur ce sarcophage, visible au musée du Louvre ? Eh bien, la lumière qui émane du soleil, elle est représentée sous la forme de grains. Et que nous disent les spécialistes ? Tels que Serge Sommeron, par exemple, il nous dit que pour les Égyptiens, la lumière est une pluie de particules lumineuses, soit de photons, comparable à la fine poussière qui sort d'un tamis, dont le nom en égyptien ancien est Necker. Donc, sur plusieurs documents, des papyrus notamment, nous avons véritablement une représentation de la lumière sous la forme de grains. Et si nous prenons le temps d'analyser véritablement la légende, donc l'analyse qui est faite, nous nous rendons compte que nous avons ici un véritable corpus de recherche sur la nature profonde de la lumière. Ici, ce papyrus date de 1070 de l'ère ancienne africaine. Il s'agit de celui d'un scribe comptable du grenier d'Amon, qui est Nespakachouti. Et que nous dit la légende ? Elle nous dit que Képri, qui est ici debout, sous la forme de visage en scarabée ailé, symbolise ici l'aube, soit l'élévation de l'énergie solaire du Créateur à l'horizon oriental du ciel. En dessous, dans Hyménète, 2 divinités l'accompagnent, tandis qu'Isis et Nephthys, soit Seta et Naphisatou, versent des millions de photons, à savoir des particules de lumière, sur l'orbite de l'astre solaire. À l'intérieur du cercle, des bêcheurs de masse cosmique tiennent des houmères dans les mains. Donc on voit ici que lorsqu'on parle du discours historiographique de l'étude de la lumière, beaucoup de choses relatives à l'Afrique ne sont pas dites. Donc ils voyaient déjà la lumière comme elle était. Voilà. Manifestement, je dirais qu'il y a 2 constats que nous pouvons faire. On ne peut pas se fier au discours historiographique occidental sur l'histoire des sciences, puisque en fait le but du jeu c'est de se ramener tout à soi, alors que les chercheurs, les Newton et les Einstein, ont étudié les matériaux égyptiens, et les matériaux indiens et autres, pour pouvoir se formaliser, je dirais formaliser leur corpus de documentation, pour pouvoir commencer à conceptualiser leur théorie. Mais ça on ne le dit pas. Voyez ? Donc tout ça pour dire que je pense que cette espèce de complexe qu'on aurait devant le discours scientifico-historique qui nous est présenté dans les universités ou qui nous est présenté dans nos documentaires, il faut le prendre avec des pincettes parce qu'on ne nous dit pas tout. Voilà. Très clairement, mais en tout cas vous êtes là pour nous éclairer puisque toute chose a une explication au final de compte, mais il faut juste savoir et avoir fait des recherches. Vous savez que lorsque vous faites de la recherche, vous voyez comment les anciens représentaient la lumière, ça vous donne une piste de réflexion. Clairement. Ce qui est évident. Et on vous parle de Newton qui a vu que c'était des grains de lumière, on vous parle d'Einstein, on vous parle de Planck, alors que vous avez tous les matériaux de Newton, d'Einstein, même la notion d'onde, de lumière, on a tout ça dans l'Égypte pharaonique. Mais on sait qu'on a une civilisation qui était particulièrement développée, qui était même plus développée que la nôtre, et c'est vrai qu'on se demande, mais comment ils connaissaient la position des étoiles, la position des planètes, alors qu'ils n'allaient pas dans l'espace. On nous cachait tellement de choses en fait, qu'on ne savait même pas qu'ils ont créé effectivement
effectivement le télescope et qu'ils Totalement. pouvaient observer les étoiles. Totalement. Et donc on Et a vous savez, plein- cette affaire-là, elle est arrivée il y a très longtemps, très rapidement. Ce sont les météorites, quand elles tombaient dans le désert, ça tournoyait dans le sable. Et quand les gens qui avaient repéré l'impact se dirigeaient le lendemain, ils avaient des espèces de gros éclats de verre. Et quand ils regardaient, ils voyaient bien qu'il y avait un Ça effet de déformait. loupe. Ça déformait. Et donc, comme ils avaient le secret du polissage, ils ont commencé à polir ces objets. Et après, ils ont compris que le sable, quand il est brûlé, ça devient du verre. Et c'est comme ça que vous avez jusqu'à aujourd'hui une tradition en Égypte pour faire le verre et au Soudan. Parce que vous nous l'avez dit, la science, ça découle d'observation. C'est de S'il n'y a pas eu l'observation, d'observation des gens préalable. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas exclure les apports scientifiques africains du discours de l'apparition de notre modernité. Ce n'est pas possible. Et vous êtes là pour ça, de toute Voilà, façon. totalement. D'équilibrer la balance. Merci Totalement. encore, C'est moi qui vous professeur, remercie. pour ce jeudi anthropologie. Semaine prochaine, on vous a avec nous. Oui, je pense que Nsakou devrait être avec nous parce qu'on a encore un dossier. D'ailleurs, on a eu beaucoup de félicitations Sur notamment, oui. sur le gros cas de beaucoup de personnes à l'étranger, donc des gens de la Guadeloupe qui ont des ateliers ou qui font des cours qui organisent des cours de gros cas. Et c'est vrai qu'on remercie tout ce monde-là d'avoir vibré avec nous dans le cadre de la présentation des thématiques. Merci encore, professeur. Donc, on se retrouve donc jeudi prochain pour un nouveau jeudi anthropologie. Oui, on est très centré sur nous parce qu'il y a beaucoup de boulot à faire, il y a beaucoup de rattrapage à faire. Totalement. Et merci à monsieur Omotunde justement de nous aider à faire ce travail depuis, je crois, ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on fait ce travail. Totalement. Et, Et on a encore beaucoup de et choses à on faire. a encore beaucoup à faire, finalement, tellement ils ont tout falsifié. Totalement. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. Après la coupure pub, vous retrouverez Brigitte Zabarel pour Santé 10. Passez une excellente soirée. Bisous, bisous.